Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de ce bien commun qu'on appelle la monnaie. Et pas seulement du Bitcoin, mais de tout ce qui a été utilisé comme monnaie depuis des milliers d'années, des coquillages aux billets en passant par l'or. Mais ce n'est pas tout, on va aussi se poser une grande question, qu'est-ce qu'une bonne monnaie? Quels sont les critères qu'une monnaie doit avoir pour être efficace? Et comment Bitcoin, qui vient d'ailleurs justement de dépasser les 100 000 dollars, s'inscrit-il dans cette évolution de la monnaie? Spoiler, aucune monnaie n'est parfaite, mais certaines sont meilleures que d'autres. Donc reste bien jusqu'à la fin, je vais aussi te partager mon avis sur Bitcoin et répondre à la question, est-ce que Bitcoin est la meilleure forme de monnaie inventée par l'homme? Avant d'aller plus loin, définissons ce qu'est une bonne monnaie. Pour moi, elle doit répondre à trois critères principaux. Au premier, la facilité d'échange. La monnaie doit être facile à utiliser et acceptée partout. Si je veux acheter une baguette de pain, il faut que le boulanger accepte ma monnaie. Deuxième critère, l'unité de compte. La monnaie permet de fixer un prix pour les biens et les services, afin que tout le monde parle le même langage. Un peu comme un dénominateur commun en mathématiques. Tout est exprimé dans la même monnaie, ce qui est plus simple et tout le monde peut comprendre. Troisième critère, la réserve de valeur. Une bonne monnaie doit conserver sa valeur dans le temps. Si je décide de garder cette monnaie pour plus tard et de la stocker par exemple dans mon matelas, elle doit toujours me permettre d'acheter des biens et des services dans le futur. Avec ces trois critères, on va maintenant analyser les différentes formes de monnaie au fil du temps et savoir pourquoi aucune d'entre elles n'est parfaite. Les premières formes de monnaie n'étaient pas des billets ou des pièces, mais des objets comme les coquillages. Ils étaient utilisés notamment dans certaines îles du Pacifique. Alors, est-ce qu'en facilité d'échange ça fonctionne bien? Ben oui, parce que localement, dans un village ou une tribu, c'était assez efficace, car tout le monde connaissait la valeur de ces coquillages. Mais dès qu'on voulait échanger avec une autre région ou une autre île, où les coquillages n'étaient pas précieux, en fait, ça ne fonctionnait plus. Le critère de l'unité de compte, c'était compliqué, mais ça fonctionnait aussi. Et en termes de réserve de valeur, c'est là où c'était vraiment très compliqué. Ça ne fonctionnait pas car les coquillages s'abîment avec le temps ou se cassent, et ils ne sont donc pas une bonne réserve de valeur sur le long terme. On ne peut pas les conserver pour nos vieux jours. On a donc décidé de passer à une autre forme de monnaie. Après les coquillages, les métaux précieux, comme l'or et l'argent, ont commencé à être utilisés dans les échanges, notamment en Égypte ancienne. Au début, il n'y avait évidemment ni pièces ni lingots, donc on échangeait directement des morceaux ou des pépites d'or. Donc c'était beaucoup mieux que les coquillages, car l'or était déjà reconnu par tout le monde, donc on pouvait commencer à commercer sur de plus longues distances. Par ailleurs, l'or ne s'abîme pas avec le temps, et c'est aussi un métal qui est rare, ce qui en fait une bonne réserve de valeur. Par contre, son manque de standardisation, notamment concernant la pureté et le poids des pépites, posait un problème. C'est donc pour répondre à ces questions que les premières pièces standardisées ont vu le jour, les pièces de monnaie. Les premières pièces de monnaie standardisées ont été introduites dans l'actuelle Turquie aux alentours de 600 avant Jésus-Christ. Elles étaient fabriquées en électrum, qui est une sorte d'alliage naturel entre l'or et l'argent. Alors pourquoi ces pièces étaient une révolution? Notamment pour la facilité d'échange, on a standardisé ces pièces. Donc plus besoin de peser ou d'analyser les pépites. Chaque pièce portait une empreinte garantissant son poids et sa pureté. Et du coup, avec cette standardisation, il était facile de comparer les biens entre eux. Donc chaque bien avait un prix en pièces d'or ou en pièces d'argent. Donc c'était une formidable unité de compte. Et en plus, on répondait à cette problématique de réserve de valeur car on avait une confiance institutionnelle. En effet, ces pièces étaient frappées par une autorité reconnue, souvent un roi ou une cité-État, ce qui renforçait la confiance dans ces monnaies-là. Donc en conséquence, ces pièces ont vraiment permis un boom du commerce dans tout le bassin méditerranéen et vraiment entre toutes les différentes régions. Donc le problème avec ces nouvelles pièces, c'est qu'elles étaient lourdes, elles prenaient de la place et surtout elles étaient très coûteuses à produire. Donc avec l'augmentation des échanges entre les différentes régions, il fallait vraiment une solution qui était plus légère et plus pratique. C'est comme ça qu'est né le papier-monnaie. Alors pourquoi le papier-monnaie est une vraie avancée en termes de monnaie? Tout d'abord, les billets sont légers, donc faciles à transporter et permettent de réaliser de gros échanges sans prendre trop de place. En deuxième, les billets sont imprimés avec une valeur nominale claire, ce qui permet de faciliter la comparaison des prix. Et puis, en termes de réserve de valeur, tant que les gouvernements garantissent la valeur du billet, ils conservent sa fonction comme réserve de valeur. Le problème, comme le papier n'a pas de valeur en tant que tel, il repose uniquement sur la confiance envers celui qui émet le papier. Cette confiance est souvent forcée. Prends ce billet ou je te tue. Et si cette confiance disparaît, comme lors de l'hyperinflation en Allemagne dans les années 1920, le papier-monnaie peut devenir totalement inutile. Tout le monde a déjà vu ces brouettes de billets de banque qui étaient utilisées dans les années 20 pour aller chercher ou simplement acheter une baguette de pain. Donc le papier-monnaie a révolutionné les échanges, mais avec l'avènement des technologies numériques, une nouvelle forme de monnaie est apparue.
plus rapide, plus légère et plus adaptée à un monde globalisé et digitalisé, ce qu'on appelle la monnaie électronique. Car aujourd'hui, nous vivons dans une ère où la monnaie est majoritairement électronique. Quand vous consultez vos comptes sur une application, en fait, votre monnaie ou l'argent dont vous disposez, votre épargne, est tout simplement une suite de 0 et de 1. Donc, il y a moins de 10% de la masse monétaire mondiale qui existe sous forme physique, donc de billets par exemple. Alors pourquoi la monnaie électronique a-t-elle dominé le monde? Clairement, en termes de facilité d'échange, on est au top. Les paiements numériques permettent des transactions instantanées, même à l'autre bout du monde. Donc on n'a plus besoin de billets ou même de pièces. En termes d'unité de compte, la monnaie numérique facilite la comptabilité, notamment avec les outils numériques modernes. Donc on peut avoir ce qu'on appelle la comptabilité en partie double qui est faite très facilement. Et aussi, en termes de réserve de valeur, tant que les banques restent stables, les dépôts électroniques sont considérés comme des réserves de valeur fiables. Donc cette monnaie électronique repose totalement sur un système centralisé porté par des banques centrales et des gouvernements. Et le problème, c'est que lorsqu'il y a des crises financières, notamment comme en 2008, il peut y avoir une perte de confiance dans le système bancaire. Dernière évolution potentielle de la monnaie, Bitcoin qui arrive en 2009, juste après la crise financière de 2008, avec une proposition révolutionnaire, une monnaie décentralisée, sans banque centrale ni gouvernement, et qui est basée sur la blockchain. Donc c'est une monnaie 100% numérique qui n'appartiendra à personne. Alors, est-ce que Bitcoin répond aux critères d'une bonne monnaie? Concernant la facilité d'échange, Bitcoin est accepté dans certains endroits, mais il n'est pas encore du tout universel. Par ailleurs, il y a des frais de transaction qui sont relativement élevés, notamment pour des petites transactions, comme acheter une baguette de pain, et parfois la vitesse des transactions est aussi un peu problématique, un peu lente lorsqu'il y a beaucoup d'utilisateurs. Concernant le critère de l'unité de compte, pour l'instant, il y a une forte volatilité, donc c'est difficile d'utiliser Bitcoin comme unité de compte car son prix peut varier de 5 ou 10% d'une journée. Et concernant la réserve de valeur, donc là, pour le coup, Bitcoin est souvent vu comme une réserve de valeur car il est rare, il n'y aura que 21 millions d'unités au maximum, mais voilà, il y a toujours sa volatilité qui est toujours un risque important. Donc, Bitcoin représente vraiment une évolution des monnaies traditionnelles, mais il ne répond pas encore parfaitement à tous les critères d'une bonne monnaie. En conclusion, au travers de cette courte histoire de la monnaie, on voit que la monnaie s'adapte aux besoins des hommes. Aucune monnaie n'est parfaite, mais elles ont toutes permis de résoudre les limites de leurs prédécesseurs. Et pour moi, Bitcoin s'inscrit dans cette évolution. Par contre, je ne sais pas s'il deviendra un standard ou simplement une étape de transition vers une meilleure forme de monnaie. Et toi, que penses-tu de Bitcoin? Est-ce l'avenir de la monnaie ou simplement une bulle spéculative? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner car je fais des vidéos chaque semaine. Merci, à bientôt!